Ouais, Pierre Ninet m'a piqué ma femme. Faut pas que l'agence de location le sache. C'est la chaleur de nous deux. C'est la chaleur de nous deux. Comment gagner de l'argent dans le porno. Et la Tu fin, leur as expliqué ta carrière du coup à poil. j'ai lancé la mode. Et entre le stress, les boissons et trucs comme ça, j'ai fait un infarctus. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec un invité exceptionnel. Il est beau, il est grand, il mesure 87. 1m87. J'adore ce chiffre. Pour un superbe poids également. Exactement. Mais on peut pas rentrer dans les détails maintenant. Un petit 87, tu vois, 90, Ouh, 87. Ça commence à aller. Attends, tiens, je te donne la miniature de la vidéo que j'avais gardée dans la main. Comme ça, Hop. voilà. Elle est pas mal, elle est jolie. Bisous à la miniature. On va lui faire un... Et regardez, elle va partir dans la fondue. Hop. Voilà, ça c'est fantastique. Alors on est ensemble pendant un moment. Un très bon moment. Exactement. Et tu as fait le détour depuis la France pour venir en Suisse. Merci beaucoup. Déjà. Bon, juste ça m'a fait plaisir. Tu vois, genre un aller-retour en Suisse comme ça dans la journée, c'est un plaisir. Ça, en plus, vu les paysages qu'il y a, vraiment, genre ici, là, vous voyez pas, mais on a une vue sur les montagnes ici, mais c'est incroyable. Le studio est sympa. Ouais. Est-ce que tu veux leur parler en 2-2 de ce qui s'est passé aussi avec la voiture? Ah oui, faut pas que l'agence de location le sache. Ah, mais, bref. Mais bon, j'ai loué une voiture pour venir et genre j'ai dégommé la porte. Je pense au bout de même pas une seconde. Je pense que juste allumé, j'ai commencé à reculer. Ça fait genre je me dis, quoi, genre, j'ai eu le temps de rien faire encore. Et j'ai très bien abîmé la portière. Et sinon, si la compagnie de location me recherche, je m'appelle Anthony Major. Voilà. N'hésitez pas à me. N'hésitez surtout pas. Aujourd'hui, on est ensemble pour manger des spécialités suisses. Je pense que ça va te plaire. On a devant nous une fondue qu'on va pouvoir attaquer avec, évidemment, Il y a une odeur. d'autres. Et oui, évidemment, ça a embaumé tout le studio. Elle est assez vénère parce qu'il y a beaucoup de chaleur qui s'en dégage. Mais C'est la chaleur de nous deux. c'est la chaleur de nous deux. Il n'y a pas de feu, il n'y a que Ah nous non. qui chauffons la fondue là. Donc le principe, c'est quoi ? C'est que je vais te faire découvrir des plats typiquement suisses. Et on va commencer avec à la fois des röstis et à la fois la fondue. Et bien évidemment, on va en profiter et je vais avoir peut-être quelques questions à te poser. Merci beaucoup. Ça, c'est incroyable parce qu'aujourd'hui, j'ai une vidéo qui va sortir qui parle de la nourriture française et russe. Et je disais qu'en Russie, on adore découper les saucisses pour les cuire et en France, on ne les fait pas. Et ben les Suisses, vous découpez les saucisses. C'est magnifique. Alors, c'est de la sculpture de saucisses. Eh bien, Même ça. exactement. Et ce que tu as devant toi, donc ça, c'est du rösti. C'est de la pomme de terre. Mais c'est même mieux que de la pomme de terre. C'est de la pomme de terre suisse sous forme Bien sûr. grillée. Les Belges, ils ont fait des frites. Vous avez dit non, on va faire des petites. C'est pas des chips, c'est pas des frites. On va entre les deux. On va se mettre entre les deux et puis ça ira très bien. Ici, on a une saucisse de veau. Très bien. Spécialité également. Et il y aura d'autres choses aussi qu'on va découvrir. On va commencer par la fondue. Est-ce que tu as déjà mangé une fondue ou pas ? Plutôt bourguignonne. Et je crois une fois, j'ai déjà mangé une fondue savoyarde. Ok. Pas suisse. Alors ici, la différence, c'est que tu n'as que du pain et du fromage. Ok. Donc, le principe est le même, c'est que si donc tu perces évidemment tout ça, et ensuite tu vas le faire tourner là-dedans, dans cette marmite qui bombarde actuellement, et ensuite tu récupères ça, hop, et tu vas venir le mettre dans ton assiette. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est qu'en général, je le fais tomber avec la fourchette et je ne mange pas directement D'accord, là-dessus. parce que c'est trop chaud. Déjà, c'est trop chaud, et de deux, eh bien, pour l'hygiène, C'est-à-dire pour que chaque personne ne puisse pas manger les bactéries des autres. Ça va être un podcast ASMR. Ça va être un... Déjà, tu peux prendre cette première bouchée et me dire ce que tu en penses. Ouais, ça y est. Meilleur que la savoyarde. On est d'accord. Ça va énerver nos amis savoyards. Ça va ou bien? La plupart des gens peut-être te connaissent, peut-être ne te connaissent pas. Je pense qu'en 2-3 minutes, histoire de faire une sorte de présentation... début Ouais, Alors, vraiment en 2 minutes. je suis né à 7 mois, 3,5 kg. Alors, Ouais, un beau bébé. Je suis né à Mourmansk, tu vois, une des villes les plus au nord de la Russie. Ouais. Et quand j'étais petit, je dormais sous la neige. Donc mes parents, ils mettaient le berceau sur le balcon. Et en fait, ils mettaient un petit tissu transparent, genre une tuile. Et il y a une neige qui me couvrait, donc je dormais sous la neige. Voilà. Et comment tu es arrivé après à te développer dans ce que tu fais aujourd'hui? Parce que j'imagine qu'avoir grandi dans le froid, ça devait pas être évident. C'est ça. Non, mais pour les défenses militaires, c'est très bien. Non, mais voilà, après, on va dire, en Russie, je suis arrivé en France à 13 ans. Et donc, c'est vrai qu'en Russie, déjà, j'avais fait un peu de théâtre et j'aimais bien, je participais toujours à des trucs, des théâtres de l'école. J'aimais bien le côté artistique. Arrivé en France, j'ai commencé à faire du rap. Parce que je suis arrivé... Du rap?
Ouais, je suis arrivé dans un quartier et c'était un peu la honte de faire du théâtre. Donc du coup, j'avais demandé c'est quoi l'activité artistique qu'on fait dans les quartiers alors? On m'a dit tu veux faire artiste, il faut que tu fasses du rap. Du coup, avec des potes, on s'est mis dans le rap, on a fait un groupe, on a sorti genre un album en groupe, j'ai sorti après un album solo. Tu sais, c'est des trucs genre 1000 exemplaires et moi mon album solo c'était 500 exemplaires. Donc c'est vraiment du collector quoi. Ouais, bah après, il faut bien démarrer quelque part. Voilà. Et ensuite, quand je suis parti en école d'ingénieur, bien sûr, c'était beaucoup plus dur. Je me suis dit, allez, de toute façon, le rap, tout ça, on oublie. C'est pas sérieux de faire un artiste. Il faut être ingénieur. J'adorais les maths. J'adorais, tout ce qui est, on va dire, ouais, toutes les matières qui étaient un peu genre méca, tout ce qui a besoin de calculer des trucs. Vraiment, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. Parce que les gens ne savent pas que tu as un très gros côté mathématique et tout aussi. Ouais. Mais ça se retrouve que ce soit dans l'humour. Pour moi, l'humour, c'est très mathématique. Tu vois, il y a vraiment des schémas, tu vois, genre des références, des rythmes. Il y a un rythme, tu sais, la règle de 3, tu vois. Donc, c'est très bien qu'il faut que tu aies un exemple, 2 exemples. Le 3e exemple, il faut qu'il vienne complètement casser la règle, tu vois. Donc, il y a vraiment un côté très matheux, je trouve, dans l'humour. Et même dans un rythme de vidéo YouTube, pareil, je sens que, en fait, quand tu regardes ça, pour moi, c'est, ouais, limite, c'est comme si tu voyais des graphiques d'un truc physique ou, tu vois, d'un courant alternatif ou de quelque chose, tu vois. Il y a vraiment... Ça va me parler en tant qu'ancien électricien. Il y a des années en arrière, j'étais électricien, mais ça commence à faire. Tu peux manger en même temps si tu veux. La saucisse, là. La saucisse, on va commencer une petite dégustation ensemble, tu vois. Parce que celle-ci, je ne la connais pas. Je l'ai prise chez un artisan local. Le local est complètement loco. Ouais, c'est quelque chose. Donc, excuse-moi encore une fois, Rushti. Ah, Rushti. Et ça, il faut savoir que donc la fondue, initialement, c'est un repas qui était prévu pour les personnes qui n'avaient pas beaucoup d'argent. Parce que c'était un plat qui était facile à faire, il fallait juste du fromage. Et là, devant nous, en fait, on a une moitié-moitié. Ça veut dire que c'est une composition de 2 types de fromage. Ouais, j'allais te demander justement. Voilà. Les 2 fromages, je les avais, je ne les ai plus. Dans mon brief, je ne me rappelle pas. Mais l'avantage, en fait, de ça, c'est que c'était un plat qui était facile à faire, qui était très économique. Et les gens pouvaient vraiment se faire plaisir avec très peu de choses. Tu vois, le pain plus le fromage, forcément, t'es gavé très rapidement. Ouais. Et ça te permet d'avoir certainement très chaud aussi. Donc, pendant que tu dégustes tout ça, moi, tu vois, je me suis dit, on va inviter Daniel parce que ce gars-là, déjà, il nous a tous fait rire, pour ceux qui te connaissent, à travers le stand-up, à travers les vidéos YouTube et aussi sur pas mal de collaborations que tu as faites. Est-ce que tu veux rentrer dans les détails sur les collaborations les plus marquantes que tu as Après, ouais, il y en a eu plusieurs. Après, j'étais signé chez Studio Bagel, donc on a fait pas mal de trucs géniaux avec le Studio Bagel. Il y a pareil des potes de Golden Moustache, pareil, il y a des sketchs avec Hakim Omiri et tout que j'ai adoré tourner. Tu as travaillé avec Ludoc aussi? Ouais, aussi. Ouais, c'est marrant, c'est sur un des derniers sur Amazon Prime. Là, je vais jouer un russe avec Amy LTR. Ah oui. C'était pour je me rappelle plus le nom du format, mais c'est quand des artistes racontent une histoire et eux, en fait, tout de suite, ils imagent l'histoire par des cadres, on va dire, tournés comme à une série ou un film, quoi. Ouais. Donc, il y avait Pierre Ninet qui a raconté son histoire, comme quoi il est parti jouer dans un théâtre à Saint-Pétersbourg, en Russie. C'est la ville d'où je suis, en plus. Et il fallait quelqu'un pour interpréter tout ça. Et ouais, voilà. Et donc, du coup, il racontait quand il était jeune, il s'est retrouvé à Saint-Pétersbourg et il est tombé amoureux d'une actrice, une ballerine russe. Et voilà, donc et moi je jouais le mari de la ballerine. Et c'est comme si il m'a piqué ma femme. Pierre Ninet, ça se fait pas. Ouais, Pierre Ninet m'a piqué ma femme, vraiment. Incroyable. Je sais pas toi, mais je me régale. C'est que je sais pas si c'est ça en Suisse, mais c'est qu'en France, parler et manger, c'est vraiment... En Russie, il n'y a pas ça, mais en France, on adore genre 2-3 heures de repas, genre parler et manger. C'est vrai que je suis pas très habitué à ça. Tu vois, des fois, manger, je me dis, j'ai envie de manger. Ouais, mais je te montre comment faire. Tu vois, donc comme ça, au moins, on peut se guider. Tu as grandi dans un environnement où c'était plutôt strict ou quelque chose qui se rapproche de ça. Est-ce que, par exemple, c'était un environnement qui était assez strict parce que fallait pas faire ça à table, il fallait pas... C'est très culturel plutôt. Que ce soit après, ça va. J'ai plutôt une bonne éducation, que ce soit en Russie ou en France. Après, je suis venu avec ma maman. Et elle, ça va. Donc, on va dire en termes de règles à table, ça va. Je trouve que je suis assez bien éduqué. On va dire j'ai les bases que j'aime bien respecter. Je trouve ça cool, quoi. Genre, je sais pas, tenir la porte, aider à quelqu'un à porter un sac ou genre manger avec un couteau et une fourchette. Ça va. Mais c'est vrai qu'en France, on va dire, mon premier habitat, c'était la Bretagne. Et je suis super content d'avoir immigré justement en Bretagne et non pas directement à Paris.
Ah, pourquoi? Parce que déjà, la Bretagne, c'est comme si ça se rapprochait un peu plus de la Russie. Et puis même, je sais pas, faire ses études en province, limite, moi je conseillerais aux gens de faire plutôt leurs études en province. Dans des villes, on va dire peut-être pas des trop petites, mais en tout cas, moi j'ai fait dans une ville Vannes, donc Morbihan, Morbihan Sud, et c'est une ville, elle est entre 80 et 100 000 habitants, donc ça reste assez petit, et c'est génial de faire des études dans ce genre de ville parce que déjà tous les jeunes ont des appartes, ça coûte que dalle, enfin comparé à Paris, t'as des appartes pour vraiment pas cher, donc tout le monde habite, t'as ton propre habitat, tu visites, tu te fais des amis beaucoup plus facilement parce que vous passez tout votre temps ensemble. Et ça, je trouve ça génial. Donc, il y a le côté un peu, pas film américain, mais voilà, quoi, c'est des jeunes qui vivent que entre jeunes, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, pendant longtemps, j'ai fait mes études à Lyon et j'avais des horaires qui étaient assez complexes où le matin, tu démarres à 7h30 ou 8h, quelque chose comme ça. Mhm. Et le soir, tu finissais, c'était 18h, 19h. Et le problème, c'est que la ville d'où je venais de France, elle était à 1h15 de train. Et tous les matins, je faisais les allers-retours en attendant. Tous les matins, je devais me lever à 5h du matin et le soir, j'arrivais, c'était 21h et quelques. Donc pendant longtemps, ce que j'ai fait, c'est que avec l'école dans laquelle j'étais, plutôt que de me rendre chez des amis, en fait, j'avais une sorte de petit... comment on pourrait dire, un petit espace que j'avais aménagé où j'avais observé un peu comment ça se passait à l'intérieur de l'école pour regarder. Sérieux ? Ouais, j'avais en fait un endroit qui s'appelait le laboratoire et j'en avais parlé dans une autre vidéo. Mais dans ce laboratoire, en fait, j'avais regardé comment fonctionnaient les alarmes, comment fonctionnaient les systèmes de sécu et tout ça. Et en fait, c'était très simple. C'est à partir de telle heure, l'alarme se mettait en place, 21h ou 20h. Une fois que l'alarme était en place, moi, il me suffisait en fait avant de mettre une sorte de chinte sur les alarmes au labo, et je montais les Fat Boys. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Les Fat Boys, c'est des gros coussins remplis de petites perles un peu en polystyrène. Je vois un peu les poufs. Ouais, voilà. Les poufs, c'est ça. Et tu te jettes dedans et tu peux dormir tranquillement. Je passais ma nuit là-dedans. Et le matin, je me réveillais, j'allais faire ma toilette avec les gants et tout ça, donc les toilettes de chat, parce que je restais que là-bas 2 à 3 jours par semaine, ça dépend. Mais ça m'empêchait pas, tu vois, de quand même avoir une hygiène et tout. Et pendant longtemps, ce que tu disais d'avoir un cluster de potes que tu te créais sur place, moi je l'ai pas eu parce que j'étais quand même assez particulier comme gosse, voire même autiste. Et en fait, t'étais un Rémi. J'étais un Rémi. Il avait pas d'amis. En vrai, j'étais le mec qui était souvent en solo, mais pas parce que je ne voulais personne. C'est juste que j'avais l'impression d'avoir cette déconnexion du monde. Est-ce que toi, tu sens au fur et à mesure de ton évolution et de ta carrière que tu as eu ce chinte un peu qui s'est fait à certains moments? Moi, en tout cas, je sais que plusieurs fois dans ma vie, des fois, j'ai eu ce truc de, genre par exemple, je sais pas moi, le collège, on s'amuse un peu, je suis arrivé au lycée, je m'étais dit, genre, non, ça y est, le lycée, c'est sérieux, on bosse, on fait... Et après, au final, tu découvres d'autres potes, tu te fais d'autres trucs, et je me libère. Et moi, je me rappelle, c'est quand je suis arrivé dans l'école d'ingénieur, je connaissais personne, et je sais pas pourquoi, j'avais ce truc de... c'est un peu comme une sorte d'ambition un peu d'immigré, où il y a un truc, je me rappelle, j'avais regardé un docu sur Charles Aznavour, sur, tu vois, ce truc de genre venir d'un autre pays et il faut conquérir la France, tu vois, pour rendre fière la maman, tu vois, pour rendre fière ses origines, pour dire voilà, je vais réussir dans ce pays. Une sorte de quête. Ouais, voilà. Et donc je me rappelle, je suis arrivé dans l'école d'ingénieur et je me dis ça y est, je parle à personne, moi je suis là pour bosser. Je venais avec une chemise, alors que tout le monde venait genre en mode t-shirt, jean. Moi, j'étais genre chemise, chaussures, tu vois, chaussures de ville. Et le midi, par exemple, tout le monde partait manger. Et moi, je dis non, je vais pas aller au self avec eux, j'ai pas le temps de manger. Moi, je vais tout de suite faire mes devoirs. Donc, je pars, tu vois, un peu comme toi. Je m'isolais, j'allais au CDI et, tu vois, je révisais, je relisais les cours qu'on a fait, où je commençais déjà à faire les DM ou ce qu'on avait à faire pour le lendemain. Et voilà. Donc, mais c'est comme ça que j'ai rencontré mon meilleur pote, par exemple, qui était lui d'origine palestinienne, et lui il était au Ramadan, donc il restait au CDI parce qu'il mangeait pas. Et moi je faisais mes cours, et du coup on s'est rencontrés comme ça, on a commencé à traîner ensemble. Mais voilà, donc j'avais ce truc-là, genre non, de toute façon, moi je suis pas là pour jouer, moi je suis là pour réussir.
Et sauf que voilà, au bout d'un mois, bah, tu commences à rigoler un peu. Et moi, c'est vrai que j'ai commencé à boire assez tard. Et genre en école d'ingénieur, je buvais quasi pas. Est-ce qu'on part sur les stéréotypes? Et sauf que surtout en Bretagne, tu vois, j'entendais donc des gens de la classe qui disaient ah hier soir, ouais, ce week-end je suis sorti, ah je me rappelle plus. Et moi je disais mais quelle bande de cons, ils boivent de l'alcool, ils se rappellent plus. Après mais ça sert à quoi de boire de l'alcool? Et sauf qu'après tu commences à faire quelques soirées, là, tu découvres et tu fais bah en fait ils sont super sympas les Bretons. Et voilà, et donc du coup je me suis fait des potes qu'on a jusqu'à aujourd'hui. On a vraiment un groupe de potes de 9 personnes, on est toujours ensemble. Et Ça, c'est génial. Ça, c'est vraiment génial parce que la plupart des gens que tu vas recevoir dans ta vie, avec qui tu vas échanger, au final, c'est des personnes que tu ne reverras très certainement pas après le cycle scolaire. Ouais. Donc ça, c'est génial. Et dans toutes ces personnes, donc tu as ton meilleur pote, tu as un groupe d'autres personnes que tu rencontres et tout ça. Comment tu arrives à Paris? Et comment tu arrives aussi à Paris via peut-être YouTube? Un peu. Donc j'ai fait une école d'ingénieur en alternance, donc 5 ans. On est tous restés dans la même promo. Et en fait, pendant mon école d'ingé, quand on faisait les études, on a eu 2 ans de prépa, donc c'est que études. Et je kiffais, je me disais, c'est stylé les études supérieures, c'est cool. Bon, c'est compliqué, tu fais les devoirs le samedi matin, tout ça. Et après, quand il y a eu l'alternance, tu as une semaine tu travailles, une semaine tu es à l'école. Et les semaines au travail, donc j'étais dans une société... Ah, t'as fait de l'alternance toi aussi. Ouais, toi aussi En fait, sur le briefing, je me suis noté, il faut qu'on parle de l'alternance parce que moi, j'en ai fait... Enfin, j'ai reçu un prix, c'est pas une médaille, mais un truc comme ça, où je fais partie des plus vieux alternants de France parce que j'ai fait mon cursus du BEP jusqu'au master tout en alternance. Ok. Donc j'avais reçu un prix... 5 ans en alternance? Non, 8... 7 ou 8, quelque chose comme ça. Putain, l'entreprise qui t'a embauché, genre le jackpot, pas cher. Ah, c'est quelque chose. Ouais. Mais en vrai, quand tu commences à regarder ça, c'est pour ça que c'est un sujet que je souhaitais qu'on aborde. C'est des fois, c'est un truc qu'on oublie, mais soit tu tombes avec des personnes qui sont extrêmement intéressantes et avec qui ça se passe bien, soit tu trouves une entreprise dans laquelle tu te fais exploiter. Ouais, c'est vrai qu'il y a un peu de ça. Ouais. Et puis, toi, donc, tu as fait ce cursus en alternance. Ah, tiens, c'est assez marrant. J'avais jamais pensé qu'on pouvait prendre le pain comme ça pour éviter que ça goûte. Oui, oui. Non, mais très naturel. Côté ingénieur, c'est, tu vois. Côté ingé, ouais. Et en fait, ouais, voilà. Et toi, ça a été une porte d'entrée qui t'a conduit vers Paris? Indirectement. Ça m'a d'abord conduit en Russie, et après de la Russie, je suis revenu à Paris. Bah, justement, pour développer donc, une alternance en Bretagne. Et moi, heureusement, ma société, elle était quand même... Moi, objectivement, elle était bien. C'était... on va dire, elle n'était pas trop fixe, tu vois, il y avait plein d'opportunités, ils n'arrêtaient pas de lancer des nouveaux projets, c'était une entreprise qui était dans l'agroalimentaire, et donc, tu vois, il y avait autant des labos de recherche, ils avaient des comment ça s'appelle, ils avaient déposé des brevets sur des nouvelles trouvailles, des formules chimiques, c'était à base d'algues voilà, donc déjà, on travaillait avec l'algue, donc il y avait un côté bio, ils étaient un peu dans ce domaine-là. Ah, bah ça, c'est les résultats. Ça, c'est les résultats de la fondue. C'est vrai que ça bouillonne. Mais le truc, c'est que moi, je me suis rendu compte que la semaine, quand j'étais à l'école avec mes potes et qu'on faisait les études, c'était génial. Et quand je me retrouvais tout seul en entreprise, je me disais, c'est chiant un peu, en fait. J'aime pas trop le côté ingénieur. Et du coup, ça commençait à me faire flipper, à me peser un peu. Je me disais, en fait, le travail, c'est comme ça. Moi, je savais pas, genre, autant j'aimais bien le côté études, parce que ça reste théorique, mais en fait, se retrouver à l'entreprise, ça me plaisait pas. Et donc, du côté de mon école, du coup, on a commencé à faire un peu des activités plus artistiques, où j'ai repris un peu la musique, et on a commencé à faire des spectacles à l'école avec mes potes, le groupe de 9, là. Donc, avec d'autres gens de la classe, on faisait des spectacles humoristiques une fois par an. Donc, il fallait écrire ça avec mon meilleur pote. Donc, on écrivait ça, on mettait en scène. Et tu vois, la dernière année, et à la fin de mon contrat, mon entreprise, en fait, ils avaient une filiale à Saint-Pétersbourg. Donc, c'est une des raisons pourquoi j'ai choisi... eux, ils m'ont choisi aussi, et moi, j'ai choisi cette société. Et donc, à la fin quand j'ai eu mon diplôme, ils m'ont dit, bon, bah, j'ai commencé à travailler un peu en France. Et quand il n'y avait plus d'alternance, je trouvais ça vraiment encore plus dur. Je n'aimais pas du tout rester tout le temps dans cette société, alors qu'elle était cool pour quelqu'un d'autre. Je pense qu'il y a des mecs qui se plaisaient là-dedans, ils faisaient des projets de ouf, ils avaient des filiales un peu partout dans le monde, que ce soit en Chine, en Turquie. Et donc, moi, au final, je me suis dit, non, je vais vite partir en Russie. Du coup, ils m'ont envoyé à Saint-Pétersbourg. Et là, pareil, c'était un peu une nouvelle page tournée. Et je me suis dit, en fait, ça y est, je kiffe.
pour te dire, genre, j'avais quasi aucun patron, vu que j'étais quand même, je travaillais pour la France, mais dans la filiale de Saint-Pétersbourg en Russie. Et donc, j'avais pas de patron, j'avais juste le patron de Saint-Pétersbourg qui me donnait une mission, qui me disait, bon, allez, dans un mois, tu me fais, je veux ça. Ou genre, tu me feras une réunion sur ça. Et donc, j'avais 1 mois, 2 mois, des fois, de libre. C'est tu viens au travail quand tu veux, du moment qu'il y a le résultat. En Russie, on est très comme ça. C'est le résultat qui importe. Genre, par où tu passes, il n'y a pas de... Ce qui est marrant, oh, tiens, en parlant de travail comparé français et russe, par exemple, en France, souvent, je pense que tu as dû vivre ça, quand tu lances un projet, on fait de la théorie. On se dit, OK, on va faire des réunions, prévoir qu'est-ce qu'il peut y avoir comme problème, mettre des échelons, faire tu vois, Il n'y a des pas dates d'action butoirs. directe. On prévoit ce qu'on fait et après, donc on passe beaucoup de temps à prévoir et après, par contre, on va plus vite parce qu'on a déjà prévu un plan. Donc, Comme les bûcherons, ils passent beaucoup de temps à affûter par exemple. leur lame pour ensuite taillader l'arbre plus vite. Ouais. Et en Russie, on dirait que je pense que ça vient du côté qu'il y a eu beaucoup d'instabilité, que ce soit quand il y a eu la chute de l'URSS, quand les années 90 étaient très instables avec genre, on va dire, la mafia qui s'est créée, donc des sociétés que tu pouvais créer une société comme ça qui pouvait être détruite ou pas détruite, mais genre dérobée par les bandits. Pareil, tu as des cours du dollar qui sautillaient, tu savais pas dans quoi investir, tu as des trucs qui disparaissaient. Du coup, en Russie, le plus important, en fait, quand tu lances un projet, tu te lances. C'est genre, le plus vite, c'est de démarrer. Il faut démarrer, et c'est comme si les problèmes, de toute façon, tu peux pas les prévoir. Donc, il faut démarrer le plus vite possible pour avoir le temps de gérer les problèmes. Mais surtout qu'en plus, toi, tu as des hackers russes, copains. Bien sûr. Forcément, donc tu peux aller encore plus vite. Voilà. Tu viens de perdre ton Instagram, là, tout de suite. Merde, putain, je le savais que ça allait arriver, c'était sûr. Et donc, du coup, donc en Russie, j'étais très... pendant les 3 premiers mois, je suis resté 1 an là-bas à travailler. Et les 3 premiers mois, vraiment, c'était génial. Et après, tu as la routine qui arrive. Je me dis, non, ingénieur, au final, c'est pas mon truc. Et j'ai commencé à faire du stand-up en Russie, à faire des open mic. Et j'ai retrouvé un peu ce truc artistique. Je me dis, quand même, mon truc, c'est... En tout cas, ce qui me fait bouillonner, là où j'ai besoin de... Je peux passer des nuits blanches, où je peux travailler à ce à quoi je pense tout le temps, c'est, on va dire, le divertissement, l'humour. Et j'ai commencé, donc en travaillant encore à Saint-Pétersbourg, en sketch, je commençais à préparer mon retour à Paris, retour en France, et je me dis, si tu veux te lancer dans l'audiovisuel, dans les médias, tout ça, c'est Paris. Tu vois, faut pas revenir en Bretagne, quoi. Bah ouais, c'est clair que la place forte du divertissement, ça reste Paris pour les recrutements et tout ce qui s'ensuit, ouais. Et donc voilà, pour rassurer un peu maman, je me suis dit, je vais essayer de prendre 1 année d'études et mélanger ça avec, et en scred à côté, je vais commencer à faire aussi des open mic, des trucs comme ça. Mais à Paris. Ouais, et donc je suis parti en scred, j'ai pris des vacances genre à mon travail, et je suis parti passer des entretiens à Dauphine. Tu sais qu'attention, ils vont entendre. Hein. Oui, mais ça, de toute façon, ils savaient. Il y a prescription. Tu sais que la société russe, ça y est, elle est fermée, ils ont fait... Enfin, le patron, moi je le kiffe d'où, je veux pas dire son blaze, mais il est génial, et il était très très fort, mais je sais il arrondit les angles, ça y est. Ouais, mais je sais qu'il était très malin, il savait se servir au bon moment, profiter des bonnes choses, et pas toujours être super réglo, et à la fin, la société, elle a fermé, parce que, il a fait quelques excès financiers, on va dire. Ça peut arriver régulièrement dans une entreprise. Ouais, mais par contre, lui, son compte en banque, il a été bien, on va dire. Ouais. D'ailleurs, quand t'es arrivé à Paris, pourquoi tu t'es lancé sur YouTube ? Au début, stand-up. Tu vois, au début, ouais, ça, c'est OK. C'est le plus simple, c'est en gros, quand tu sais pas tourner, tu sais pas monter, tu sais pas... tu te dis comment faire le plus simple. Stand-up, ce qui est bien, c'est qu'au moins, c'est une des façons les plus rapides pour, on va dire, exprimer une blague. C'est-à-dire, tu as le cerveau, ça vient jusqu'à ta langue, et hop, ça y est, quoi. Tu n'as pas besoin de passer par un scénario, par genre un mec qui réalise, tu vois, un cinéma, il faut un réal qui montre, du jeu, là, juste, tu es devant un public, tout de suite, ta blague, tu as une idée, tu l'as dit, et tu regardes si elle fonctionne. Voilà. Et comment tu construis une bonne blague ? Une bonne blague, en gros, pour moi, une bonne blague, c'est un bug dans le cerveau. Tu vois, faut que par exemple, l'autre jour, j'étais à la gare de Lyon, je vais dans les toilettes, et là, j'ouvre la porte, et là, le mec devant moi, il n'avait pas tiré la chasse d'eau. Et en plus, il était toujours assis là. Ah ouais ? Et donc, non mais en gros, c'est le truc de la blague, c'est que tu racontes un setup. Ouais. Donc tu vois, donc ton cerveau s'imagine donc une toilette avec un caca. Il recrée l'idée. Et là tu l'idée, dis, et il était toujours assis là. Et du coup tu vas ah merde, il avait pas tiré la chasse d'eau, mais en fait t'ouvres là. C'est-à-dire que t'as ouvert la porte pendant qu'il était là. Ok. Et donc, en fait, il faut créer ce bug
que ton cerveau imagine un setup, et la punchline, en fait, c'est ça, c'est le truc qui retourne, qui casse un peu ton cerveau, et donc d'un coup, c'est comme si tu visualises quelque chose, et d'un coup, t'as un truc qui apparaît dans ton cerveau, et pour moi, c'est ça qui fait rire, c'est un peu la surprise. Après, il y a différentes formes, mais... Ouais, enfin, moi, de ce que je me rappelle sur ce qu'on m'avait expliqué pour faire rire, c'est qu'il y avait 3 éléments. Il y avait, il fallait que ça vienne casser un rythme. Aussi. Tu pouvais, voilà, donc tu cassais le rythme. En deuxième, donc il y avait l'illustration et l'imaginaire. Et le troisième, c'était la répétition. Aussi. Donc par exemple, je sais pas, du début jusqu'à la fin, là maintenant, on dit... tout à l'heure, ouais, ça m'a pas fait rire, mais j'ai dit Dany plusieurs fois avant de dire Danil. Bah, en fait, si tu arrives pendant le podcast et que tu le redis Dany encore une fois, tu vois, répétition. Ouais, bah c'est comme si, bah pareil, c'est un truc, c'est toujours dans le cerveau de toute façon. C'est pour moi faire. Tu vois aussi, j'ai remarqué que par exemple moi, quand je suis revenu en France et j'ai commencé à apprendre le français, et tu vois, allez, au bout de 2 mois, je commençais déjà à parler, mais je pense que au bout d'1 an, j'ai commencé à comprendre l'humour et à faire des blagues. Et pour moi, genre, quand tu maîtrises l'humour d'une langue, tu maîtrises la langue. Parce que l'humour, c'est comme si y a des gens qui font du foot, tu vois, donc il y a les règles de foot, donc c'est les règles d'une langue. Et quand tu commences à freestyler avec un ballon, tu vas faire des jongles, des... C'est que tu maîtrises. C'est que, en fait, l'humour, c'est ça, c'est le freestyle de la langue. C'est-à-dire, tu arrives à jongler avec... et à faire des... voilà, donc, tu vois, des figures acrobatiques avec une langue. Et donc, l'humour, pour moi, c'est ça, tu vois. Donc, c'est comme si tu fais... un truc un peu exceptionnel, des acrobaties, genre avec, bah voilà, avec une trame narrative. Bah en fait, toi, tu arrives à faire des acrobaties là-dessus. Donc c'est ça l'humour, quoi. C'est à chaque fois des émotions, des écarts, tu vois, d'un sujet narratif normal. Et hop, tu t'écartes pour y revenir, et voilà. Tu parles de justement jouer avec la langue. Il y a un truc que tu fais super bien en plus en ce moment sur les réseaux sociaux, que on a bien étudié avant de te recevoir. C'est le fait de prendre des mots français, de prendre des mots russes et de montrer les différentes prononciations, de montrer comment, quel sens ça peut avoir dans la langue russe et quel sens ça peut avoir dans la langue française. Et j'ai vu, mais les vidéos, elles, cartonnent. Comment cette idée, même si elle peut paraître naturelle, elle t'est venue et à quel moment tu t'es dit, bah tiens, je vais essayer et puis ça... Oui, c'est vrai que à chaque fois, un de mes... comment dire des valeurs ajoutées que je peux donner, souvent, c'est vrai que j'ai une connaissance de la culture et d'une langue russe qui est avec moi tout le temps, je pratique tout le temps, enfin, j'ai quand même si j'habite en France, j'ai quand même de la famille russe, j'ai des amis russes, donc je mate du contenu russe. D'ailleurs, je mate beaucoup plus de contenu russe que de contenu français, parce qu'en France, en fait, c'est comme si vu que je suis dans le milieu, on va dire, de l'audiovisuel, du divertissement, bah, c'est comme si j'étais un peu dans les cuisines. Et quand tu connais les cuisines, c'est comme, genre, t'as moins envie d'aller dans le restaurant. Et c'est comme si, quand je regarde le contenu russe, c'est comme si je vais dans un resto que je connais pas et je suis surpris, je connais pas comment ils font ça, tu vois, donc c'est... Et donc, j'essaie d'apporter cette valeur ajoutée que les gens... C'est très difficile. La Russie reste quand même un pays très fermé, avec la langue, il y a très peu de formats, très peu de connaissances, de culture qui traversent la frontière. Donc, du coup, je dis, bon, je vais essayer de m'en servir. Et donc, tu as ce genre de format, par exemple, où il y a un mot qui ressemble à une insulte, par exemple. Je sais qu'en Russie, il y a beaucoup T'en as un, là T'en as un qui vient en tête tout de suite? Tu m'as regardé avec tellement de franchise, j'ai senti qu'il y en avait un qui voulait sortir. Non, mais je sais pas, il y a des trucs... Bah, c'est comme, genre, il y a un des prénoms, genre Taras, et tu vois, genre, c'est un prénom. Ou genre Kakuyo. Tu vois, genre, c'est laquelle? Kakuyo. En russe, rappelle-moi comment on dit bonjour. Добрый день. Dobry dzień, Daniel. Добрый день. Dobry. Major. 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 Oh. Bah. Tu sais que Major, en Russie, Major, c'est le fils d'un riche, tu vois. C'est les fils de riches qui font... Devine. Mais il y a même une série... chauffeur, en fait, il y a une série super connue qui s'appelle Major. Et donc, ça parle d'un fils de riche qui se retrouve en galère de ouf. Et voilà. Ah, et comment elle finit? J'ai pas vu la dernière saison. Mais en tout cas, son père se fait buter. Ah. Mais après, c'est un mafieux, son père. Voilà. Il est dans le business. Voilà. Ok. Ah, c'est intéressant de savoir ça. Donc, Taras, ça peut être un prénom. Ouais. Mais parce qu'en Russie, par exemple, tu vois, Perdoun, ça veut dire un péteur.
Alors qu'ici, c'est genre, t'as Et perdu donc, quelque chose. non, c'est pardon. Et je sais qu'il y a plein de gens qui, pardon, en ouais. Russie, quand on dit pardon, ils font genre c'est Peter, pardon. Ouais. Ok. Et en Russie, donc je sais qu'il y a plein de gens quand j'arrive en Russie, ils me font, il y a plein de mots qui ils savent qu'en français ça sonne comme une insulte en russe et ils me les disent en russe. Ah. Enfin, ils me disent des mots français qui sonnent comme des insultes pour nous. Et donc juste, je me dis bah tiens, quel mot sonne pareil mais pour les Français? Des mots russes et genre par exemple je sais pas fumer un truc, attention à la illégal, monétisation. c'est chabit, tu vois, chabit et tu Ah. dis quand lui on chabit et donc tu vois ça veut dire donc c'est stylé dans le rap les mecs font mes potes ils chabitent sauf que même mon pote il chabite bon Ouais, faudrait leur expliquer ce que ça veut dire parce qu'avec le contexte, je pense qu'ils vont un peu moins le dire. Donc, tu arrives à Paris, tu découvres tout cet écosystème, Et, tu te lances sur YouTube. Voilà, et au début, pareil, donc côté stand-up, et après, je découvre là-bas des gens, des potes stand-uppers, avec qui on se dit, ah tiens, est-ce qu'on ferait pas des vidéos? Est-ce que qui sait comment filmer? J'avais un caméscope de mes parents, tu vois, vraiment le truc, comme plein de gens démarrent, quoi, avec l'appareil photo de tes parents. Et ce qui est cool à Dauphine, c'est qu'il y a un des profs, j'ai choisi en fait des cours de économie et gestion des médias. Ouais. Déjà, c'était un petit master, tu vois, bonus. J'avais déjà un diplôme d'ingénieur, donc je m'en foutais. Je me dis, bon, c'est juste histoire de découvrir un peu le milieu et découvrir Paris. Et un de nos profs, c'était Gonzague TV. Je sais pas si ça dit quelque chose, mais c'est un des tout mais premiers bien sûr. youtubeurs. Gonzague, ouais. Ouais, et qui faisait des caméras cachées, qui est juste génial. Enfin, moi, je respecte tellement, il m'a tellement apporté. Ce mec, enfin, vraiment, il adore partager. Il est très. Tous les gens qui travaillent avec lui, il essaie de les accompagner jusqu'au bout. Il essaie vraiment de donner beaucoup pour eux. Et nous, donc c'était mon prof. Et donc déjà, et lui, son métier, c'était, il ramenait juste des gens qui racontaient leur parcours. Genre, il ramenait un producteur de cinéma qui racontait comment faire du ciné, comment gagner de l'argent en tant que producteur. Il ramenait un acteur, un chanteur. Il le rendait vivant, quoi. Ouais, par exemple, il y a le fils de... comment il s'appelle mince, le chanteur français super connu. Vianney. Jean-Jacques Goldman, le fils de Jean-Jacques pardon, Goldman, ouais. qui a ouvert Major Company. Ah, peut-être. Tu vois, c'est le premier truc où il fallait faire des dons pour les artistes. Ah, Major Company, ouais. Ouais, My Major, je crois, un truc comme ça. Mais c'est pas de moi, hein. Non, mais, tu vois, t'aurais pu. Et donc lui, il est venu, il s'appelle Michael Goldman, et qui est venu nous parler de comment créer une société et gagner de l'argent, donc avec des artistes, avec des dons. Il y a même genre le bras droit de Marc Dorcel qui est venu nous donner genre comment gagner de l'argent dans le porno. Et à la Tu fin, leur as expliqué ta carrière, du coup? des vidéos qui ont... Ouais. Ok. Non, après, il n'y a que moi qui l'ai vu quand j'ai fait la recherche. Ouais. Bah, c'est ça le problème de iCloud. Voilà. Après, on te pirate. Ça arrive. Mais ça arrive même au meilleur, c'est ça qui est bien. Ouais, mais c'est pour ça que ça arrive en moi. Voilà. Tu veux éteindre? Ouais, je cherche à... On souffle. Ouais, donc Gonzague, il arrivait, il faisait vraiment de la grosse animation pour ses présentations. Donc déjà, c'était intéressant. Et lui, du coup, il a fait une présentation sur sa carrière de youtubeur. Il a raconté comment on peut gagner de l'argent sur YouTube. Et en tout cas, parmi toutes les professions qui sont venues décrire leur profession artistique, je me suis dit, tiens, celle-là, ça me plaît bien. C'est être autonome. En fait, voilà, c'est ça, quand tu es à ton compte et tu gagnes de l'argent quand tu fais du contenu, tu n'as pas besoin d'un producteur, tu n'as pas besoin d'équipe. Enfin, au début, quoi. En tout cas, pour commencer, tu peux te lancer. Et ça m'a inspiré. Et à la fin, on a fait une présentation. On avait, tu vois, genre une sorte un truc à faire à la fin de l'année pour son... Une sorte d'exposé ou... Ouais, voilà, d'exposé. On devait inventer un programme TV, tu vois, faire... donc j'avais trouvé une idée pas mal, j'avais fait un truc où c'était un truc où il fallait dépenser de l'argent, c'était par rapport à l'argent, donc j'ai préparé des faux billets, j'avais fait un money rain, un truc. Donc si tu passes nous voir, Gonzague, voilà, un de tes élèves. Mais ouais, j'ai déjà raconté, souvent, enfin j'adore, j'aime toujours le remercier quand j'ai l'occasion dans une interview ou quelque chose. Et donc au final, il m'a proposé de faire un stage chez lui. Et du coup, je me suis dit, bah, carrément. Et il m'a dit, chez moi, tu feras tout, au moins. C'est parce que si tu es chez Bagel ou chez Golden Moustache, ils vont te mettre stagiaire, tu vas faire des montages ou tu vas faire les cafés. Et alors que chez moi, tu vas faire et de l'écriture, et du tournage, et du montage. Et effectivement, c'était juste génial de faire un stage chez lui. J'ai découvert tellement de choses. Genre, même des gens. Et en fait, c'est ça aussi qui m'a, au bout de, je crois, 6 mois chez lui, ou un peu plus. Si t'as conforté dans le choix de sélectionner ça. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai compris aussi comment une vidéo cartonne, comment une vidéo... J'ai appris à monter chez lui. Et du coup, à la fin, au bout de 6 mois, j'ai commencé à faire mes petites vidéos. Et donc, allez, au bout d'un mois, il y en a quelques-unes qui ont commencé à marcher un peu. Et je crois que la toute première qui a fait un 100 000 vues sur Facebook,
Et je lui ai dit, genre, bon, ça y est, j'ai compris que, en fait, il faut du temps, donc je vais me. 100 000 vues. Ouais, en fait, je me suis dit, ça y est, si j'ai fait une fois 100 000 vues, il y a moyen de faire plus. En fait, j'ai remarqué que plus tu fais, plus ça marche. Et donc, à un moment donné, moi, j'ai du mal à faire deux choses en même temps. Faire, tu vois, et travailler pour quelqu'un, et être pour moi, et être scénariste pour lui, Normal. et être acteur pour lui. Moi, je dis non, il faut que je me concentre sur mon truc à moi. Okay. Et donc, voilà, on s'est séparés. Il m'a proposé plein de coups de main aussi, même quand j'étais déjà séparé, quand je suis parti de chez lui. Et donc, voilà, j'ai commencé à faire, je sais plus, je crois, une vidéo par jour, des vidéos courtes. Il y avait Vine à l'époque, il y avait Facebook. T'as eu l'occasion de travailler avec Willem? Non, on était tous les deux signés chez Bagel. Avec Willem? Ouais, on était. En fait, on a été signés quasi en même temps. Mais voilà, on n'a jamais eu l'occasion de faire un projet ensemble. C'est vrai qu'après lui, il avait toujours ses scénarios à lui. Il faisait rarement de avec les fusils de featuring. Tchekhov un peu. Ouais, ça, il adore. Ouais. Moi, en fait, on a failli tourner ensemble avec. Ah ouais avec Willem, on avait fait donc les castings, plus on avait discuté avec ces gars, Yazeux et Andy, je crois. Et j'avais envoyé ma candidature et tout ça. Et en finale, ça s'est pas fait pour des raisons qui nous regardent, mais ça avait rien de personnel. C'est que ça tombait pas au bon moment pour les deux côtés. Mais il y aurait eu un truc à faire sur une sorte de méchant dans les films que j'aurais pu interpréter et tout ça. Et franchement, des fois, quand ça me revient, je me dis, si jamais ça avait pu le faire, ça aurait été incroyable. Toi, rôle de méchant. Après, t'avais pas la barbe à l'époque, là, avec la barbe. Là, mais tu sais que je me baladais dans Genève à une soirée qu'on a faite. Et il y a des gens, ils venaient pas me parler parce qu'ils me disaient, ça fait un russe mafieux. C'est vrai que t'as un truc comme ça. Mais là, après, normalement, j'ai le col roulé avec la veste de costume. Mais sur le coup, il y a des gens qui m'ont dit j'ai pas osé venir te parler à la soirée parce que t'avais l'air un peu énervé ou quoi que ce soit. Non, les gars, tranquille. Mais vu que j'ai un visage qui est pas très expressif. Mais attends, j'ai même fait une petite vidéo là-dessus, mais c'est vrai que je pense que toi aussi, tu vas être comme ça, en mode genre, tant que personne te parle, quand t'es détendu, tu sais, t'es en mode flippant. Ouais. Genre. Mais dès que quelqu'un vient te parler, t'es en mode genre, hey, ça va? Ouais, super. Ouais, mais alors ça va, ça dépend. Parce qu'en fait, le problème, c'est que moi, c'est lié à un accident que j'ai déjà présenté quelques fois, mais. Donc j'ai juste une altération des émotions et de la chimie globale du cerveau et tout ça. Ok, donc vraiment un accident du cerveau que... Ouais, j'ai eu un accident de natation il y a très longtemps. Ok. Et ça a changé beaucoup de choses dans la façon de fonctionner, la façon d'être et la façon de voir le monde avec la résilience et tout. Donc du coup, il y a ça. Et suite à ça, quand quelqu'un me hurle dessus ou que je suis tendu ou que j'ai quelqu'un qui, depuis des semaines, me met la pression sur certains éléments, ça m'atteint pas. Tu vois, tu pourrais devoir des centaines de millions d'euros à quelqu'un. Y a une sorte de bouclier automatique qui se met en mode il faut que ça arrive. Comment on va faire pour traiter cette situation? Et en fait, comme le cerveau d'un ingénieur, ça s'installe dans le temps à force de traiter différents sujets, il y a une analogie qui se met en place sur un problème. Et en fait, le problème, tu le vois plus sous un côté rationnel que sous le côté émotionnel. Et c'est ça qui s'est installé. C'est stylé, ça. Ouais, alors des fois, c'est un peu chiant parce que, imaginons, tu es en couple ou tu es dans des situations émotionnellement où tu dois être là, un enterrement, un problème d'un frère, un problème d'une sœur, ou même dans un contexte familial un peu tendu, tu ne comprends pas ce qui se passe en face. Enfin, tu ne restitues pas ce que tu devrais restituer normalement. Et ça crée une véritable balance dans laquelle tu sens qu'il y a une sorte de dissonance entre ce que la personne te dit et ce que toi, tu dois redonner derrière, tu vois. Donc bon, ça a des avantages comme des bons inconvénients. Mais... Ouais, c'est comme si t'as un bouclier à émotion, que t'es moins émotionnel. Moins émotionnel, mais pas pour autant zéro, tu vois. Juste moins. Ok. Mais du coup, tu traites toutes les infos sur le côté rationnel plutôt que le côté émotionnel. Tu sais que dans les artistes, on dit souvent qu'il y a un peu deux groupes d'artistes. Il y a ceux qui sont dans le rationnel et ceux qui sont dans l'émotionnel. Et tu vois, t'as des artistes qui adorent l'écriture. Pareil, tu vois, genre l'écriture, c'est censé être très schématique. Tu vois, t'as des schémas, t'as des trucs à respecter, comme tu dis. Genre, tu vois, l'humour, c'est 3 types d'humour. Il y a la répétition, le nain. Et autant, il y a des gens, ils sont dans l'émotion, ils s'en battent les couilles de toutes ces règles. Ils sont en mode genre, non, juste je vais arriver, je vais raconter quelque chose. Et c'est des gens qui sont très forts en live, qui sont très forts en impro, ou qui impressionnent, genre souvent dans la télé-réalité. Des gens comme ça sont très émotionnels. Et donc, tu vois, il y a un peu 2 équipes. Et tu vois, donc business aussi, alors... Ouais, c'est un peu ça. Je te propose
d'avoir ton avis sur la fondue, le rusty et puis la saucisse de veau. Et ensuite, on va débarrasser et on va passer à la suite du podcast. Donc, qu'est-ce que tu en as pensé? Car la fondue, déjà, je me suis beaucoup servi. De toute façon, fromage, pain, genre, ça se marie très bien. Repas de pauvre, moi, je veux bien. Et la saucisse, pareil. Franchement, j'ai bien kiffé, très douce. Pas mal, hein. Franchement, elle fond dans la bouche un peu, là, elle était bien. Et le rusty. Rusty, pourquoi je mets un frusty? Il y a 2 petits points sur le U. Rusty. Rusty Daniel le Rusty. Ben, moi, j'ai beaucoup de mal avec les prénoms allemands, parce qu'en Suisse, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de plats qui ont une consonance alémanique. Ah, et tu douilles sur la prononciation. Tu vois, par exemple, je vais me faire savater, mais à la fin du podcast, on va manger un petit truc particulier. C'est pas un mot allemand, mais c'est juste qu'à force d'entendre des consonances allemandes, et que là, c'était hyper souple et doux, je me suis dit, et finalement, je l'ai quand même prononcé comme un allemand, tu vois. Donc. Mais c'est marrant, ce mélange de culture et de langue en Suisse, tu vois. Genre. Bah, c'est surtout que sur la Suisse, vraiment, c'est très cosmopolite. Les 2 langues sont suisse-allemand et français. Et après, bah, tu as aussi italien, espagnol. Ouais, c'est vrai. C'est comme si tu étais à Paris, mais sans avoir tous les problèmes de Paris. Et donc, les rustis aussi très bons. Rusty, ouais. Moi, j'adore le côté avec la petite. En fait, même en forme, tu vois, le fait que ce soit tout petit, tu vois, franchement, ça passe bien. Ça se mange vraiment sans faim en plus. Ouais. Ah oui, c'est ça. On passe à la deuxième partie. Dodom. Mama Dom. Mama Doma. C'était du russe. Deuxième partie, mon cher. Nous allons passer. Je serai toi, je m'économiserai parce qu'il va y avoir un cul sec, mais c'est pas celui qui t'attend. Ah. On arrive dans la partie où on va goûter cette fois-ci quelques desserts suisses. Alors, tout d'abord, on a des bricelets au chocolat. Alors ça, c'est une dinguerie. Bricelet, je l'ai bien dit. Tu prononces très bien. T'as vu? Ouais, waouh. On a répété plusieurs fois. Un vrai Suisse, hein, vraiment. Donc des bricelets au chocolat, tu verras, c'est une petite dinguerie d'ici aussi. Je connais, du coup, j'essaie de voir. Je peux voir un petit peu comme ça? Absolument. Et ensuite, en deuxième, nous aurons l'occasion de goûter des chocolats caillés, évidemment. Caillé, c'est quoi? Parce que j'allais dire oui, la Suisse, le chocolat, d'accord. Oui. Mais caillé, ça veut dire quoi? Caillé... Le lait caillé, c'est le lait périmé. Donc, alors... Parce que le chocolat caillé... Il y a quelques années en arrière, Amédée Coller et notre cher ami Édouard Nestlé ont créé une marque qui s'appelle Caillé, en fusionnant. Enfin, l'histoire est plus complexe, mais on a pris un raccourci. Et cette association a donné lieu à une fabrique de chocolat qui se trouve à Braux, au pied d'une petite montagne où il y a une superbe conduite d'eau. Ok, bro. Et derrière, ils se sont mis à fabriquer du chocolat pour le monde entier et ils distribuent des centaines de tonnes par an en chocolat. Ok, caillé. Du coup, c'est marrant. Ouais. En France, il y a racaillé. Après, il y a racaillou aussi pour ceux qui ont joué au Pokémon. Donc, les 150 premiers. Les 150 premiers sur le Pokédex. Donc, je te propose de commencer avec ceci. Avec bricelet. Et on va goûter cela tous les deux. Alors moi, j'ai jamais eu l'occasion aussi d'en manger. Non plus. Jamais. Et ça nous vient de chez l'atelier d'Ariel. Et la fondue qu'on a mangée juste avant venait de la Treille qui se trouve au bout de la rue des studios. Merci encore pour cette dinguerie qui était la fondue. Mais là, on va passer à ça et tu vas me dire ce que tu en penses. D'accord. Le chocolat à l'intérieur est incroyable. On a un problème tous les deux. Tu vois. On a tous les deux des bonnes barbes qui fait un bon entrepôt à nourriture. Ah bah ça, je vais rentrer ce soir à Paris et je vais du bricelet. Ça te fera de la réserve pour l'avion. On est d'accord. C'est très fondant. Tu sens bien le chocolat. Ouais. C'est une gaufre, mais c'est mieux qu'une gaufre un peu. Entre la crêpe et la gaufre, c'est vraiment stylé. C'est légèrement sec, juste ce qu'il faut. Ça croustille, ouais. Et ça croustille sous la dent, c'est une véritable pépite. Est-ce qu'il y a, cette année, des très gros problèmes que tu as rencontrés sur un tournage ?
Non, écoute, non, vraiment, cette année, c'était vraiment les problèmes classiques de la carte SD qui a, je sais pas pourquoi, d'un coup, il y a une erreur dessus, tous les fichiers sont erronés, tu peux rien récupérer. Ou genre, ouais, voilà, le micro qu'au final, d'un coup, il bug, ou genre la pile du micro qui tombe en panne pendant le tournage et que tu le remarques pas. Le focus de la caméra, d'un coup, qui commence à bouger, tu sais pas pourquoi, des trucs comme ça, voilà, ça... J'adore. Ok, mais ça, c'est ce qui arrive régulièrement, ça. Oui, voilà, ça c'est la routine de, tu vois, genre c'est normal. Chaque tournage, il y a des soucis, il faut toujours. Et par exemple, est-ce que quand tu as été en Russie, il y a eu des problèmes, surtout sur la dernière période La dernière fois que j'ai réussi, ce qui est marrant, ouais, c'est j'étais là-bas en fin février, début mars, et du coup il y a eu avec disons le conflit en Ukraine, et du coup il y a tous les billets retour qui ont été annulés. Enfin, la Russie a été coupée, on va dire, pour les transports aériens, et du coup moi j'avais des billets retour. Je me suis un peu retrouvé coincé en Russie à ce moment-là. Il n'y avait aucun billet, ni Air France, ni rien. Enfin, ils m'ont tous un peu abandonné. Et du coup, je me suis retrouvé là-bas, au pôle Nord, enfin derrière le cercle polaire, dans une ville où je suis parti faire un tournage. Et tu as croisé aussi Cyril MP3. Ouais. MP4, pardon. MP4. C'est MP3. Désolé, Franchement, le jour où il sort un album, il faudrait qu'il s'appelle Cyril MP3. Mais bien sûr, ça pourrait le faire. Et c'était assez fou d'ailleurs votre rencontre là-bas. Mais le truc, c'est que c'est assez incroyable parce que, bon, à la base, moi, je devais partir, je devais faire Moscou-Saint-Pétersbourg en train et faire Saint-Pétersbourg jusqu'à Vorkuta aussi en train. Et sauf que mon train était genre à 8h du mat, et moi, genre, je me dis, tiens, j'ai un train à 8h du mat, je sortirais pas en boîte la veille, moi, avec des potes russes. Quelle bonne idée. Ouais, et donc du coup, avec des potes stand-uppers justement de Moscou, on est parti, on a fait la teuf toute la nuit. En gros, à 5h du mat, j'étais encore en mode, ah! Et du coup, je me suis réveillé à 9h du mat à l'hôtel, je me suis dit genre, bon, le train, ça va être compliqué. Et du coup, je commençais à chercher vite. J'avais des amis que je devais retrouver là-bas. Donc, il fallait absolument que je me retrouve dans cette ville du cercle polaire. J'ai trouvé des billets d'avion le soir même. Donc, tu vois, genre, j'ai pris le jour même. Tac, je vais à l'aéroport Strasse. Et là, genre, à la porte d'embarquement, je croise Cyril. Et on se demande, ouais, qu'est-ce que tu fais là? Donc, surtout pour moi, encore, je suis russe, donc me voir en Russie, ça va. Mais lui, tu vois. Du coup, il me dit, bah, je vais à Vorkuta. Mais moi aussi, mec. Et genre incroyable. On a eu une escale, on a fait la même escale ensemble. Donc on est parti. Moi je devais trouver. On avait une escale, genre on arrive à 10h du soir et on avait un avion le lendemain à 7h du mat. Et donc du coup on a trouvé un hôtel. Tu vois, j'ai aidé un peu. Enfin, c'était pas très compliqué, mais voilà quoi. J'ai aidé à plus rapidement s'installer dans l'hôtel. J'ai pris le même aussi. Et voilà quoi. Donc du coup après on s'est retrouvés là-bas. C'était marrant de ouf. Ouais, parce que en termes de probabilité, autant te le dire, toi qui as fait des maths. Ouais, franchement, j'adore les probas en maths. Genre pour ouais. Moi, la religion, en fait, c'est des probabilités, en fait, j'ai l'impression. Parce que les miracles, en fait, c'est juste des probabilités qui tombent bien. Quand un mec demande quelque chose, ça arrive. Là, en fait, c'est juste des probabilités. Moi, je suis assez partisan de ça aussi, que quand il y a des choses qui arrivent, des fois, c'est quand tu les attends le moins. Parce que, je sais pas, mais c'est des successions d'éléments que tu as mis en arrière à un autre moment dans ta vie qui, au final, vont te conduire. Tu connais les arbres de décision? Ouais, bien sûr. Eh ben, je pense que des fois, quand tu fais une petite action, tu vois, derrière, j'adore voir quand ça prend forme sur le long terme sous forme d'un arbre, où tu as une sorte de nouvelle tresse qui va se décider. Ouais. Par exemple, tu venais aujourd'hui, t'emboutissais pas la voiture. Bah, tu sais que derrière, il y a une branche qui va se couper automatiquement. Ouais. Alors que là, qu'est-ce que j'ai ouvert une porte là, waouh! On n'en a pas forcément parlé pendant le podcast, mais dans YouTube, moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a des classes, et pas des classes, mais des castes ou des choses comme ça, où il y a un game qui s'est installé, un peu comme dans mon domaine qui est plutôt business, où tu as les YouTubeurs business, où forcément si tu dis pas que tu as fait 150 millions d'euros avec un slip, un couteau et une armure en poil de cul, bah t'as raté ta vie. Et je sais pas sur YouTube, toi, comment c'est perçu dans le côté peut-être divertissement, humour ou autre, mais j'ai l'impression que c'est quand même assez fermé. Est-ce que tu sais m'en dire plus là-dessus ou... Alors, de toute façon, il y a tellement que le game s'agrandit tellement, il y a tellement de nouveaux acteurs, c'est que, bon, et forcément, plus il y a de nouvelles personnes, plus ils amènent aussi, où ils créent leurs propres règles, donc, ou leurs propres, on va dire, je sais pas, caste, classe ou façon de fonctionner. Ce qui est marrant, c'est que, tu vois, YouTubeur, c'est un métier qui est assez récent.
Et donc, personne, quand les gens, on va dire, allez, disons 2010, même s'il y a peut-être des gens qui ont commencé un peu avant, avec les Cyprien, etc. Cyprien, Norman, Voilà. Squeezie. C'est ça, on va dire Mr. V. ouais, voilà, on va dire vraiment la première vague. Et tu savais pas, en fait, comment un youtubeur allait terminer, quoi. C'est quoi la suite? Est-ce que tu peux être youtubeur à 50 ans? Est-ce que tu peux être youtubeur à 70 ans? Ou alors faut changer? Parce qu'à la base, c'est vrai que YouTube, c'était un début, c'était comme un moyen pour arriver au cinéma, un moyen pour arriver quelque part. Sauf que pour moi, YouTube, je me suis dit, bah non, pour moi, c'est déjà une étape finale, quoi. C'est déjà un produit fini. C'est pas quelque chose dont tu te sers pour arriver à un but dans ta vie. Bah, ça peut être. Aujourd'hui, tous les youtubeurs, c'est un métier déjà accompli, quoi. Tu peux rester toute ta vie sur YouTube, mais en même temps, on savait pas comment gérer une carrière longue sur YouTube. Parce que, ok, à un moment donné, tu arrives, tu postes. C'est dur de percer une fois. Tu sais, de percer, tout le monde rêve quand tu démarres. Tu dis, ah ouais, je veux percer, je veux que ma vidéo fasse 1 million, je veux que ma vidéo fasse 10 millions, un truc comme ça, je veux que les gens me reconnaissent dans la rue. Ok, mais une fois que c'est arrivé, genre, comment le faire? Tu vois, genre, le plus dur, en fait, c'est de le maintenir. Ouais, oui, c'est un peu ce qui s'est produit avec TikTok, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont devenues du jour au lendemain très connues, mais sur la durée, finalement, ces personnes-là, aujourd'hui, des gens qui ont frappé fort et longtemps, et frappé fort sur TikTok, aujourd'hui, on les retrouve peut-être beaucoup moins sur le côté TikTok, YouTube. c'est beaucoup plus éphémère que YouTube encore. Ouais. Et parce que il y a. Bon, c'est vrai qu'il y a ce truc de l'algorithme, tu vois, genre c'est le Dark Vador des réseaux sociaux. Limite, faut pas le prononcer. Mais c'est ça, c'est vrai que les algorithmes, c'est des maths, mais c'est des maths qui sont, bon, voilà, quoi, c'est assez compliqué. Et sur que ce soit TikTok et même YouTube, les façons de consommer, les gens ont changé, pareil, la consommation du YouTube avant, tu vois, et aujourd'hui, les formats qui changent. Et donc, c'est clair qu'il y a plein de gens, on va dire, autant, t'as des... quand tu parlais tout à l'heure, genre dans le business, si t'as pas accompli ça, c'est que t'as raté ta vie. Pour le youtubeur, il y a exactement la même chose. Si tu fais pas... Si t'as pas tant d'abonnés, si tu fais pas tant de vues, si t'as pas été invité par tel guest, t'as pas été invité dans tel endroit, si tu connais pas lui. Ça te fait pas mal d'être reçu sur une chaîne à 5000 abonnés. C'est avec grand plaisir, mais... Si j'avais pu te garder plus longtemps plutôt qu'une journée en aller-retour, on aurait été skier, je t'aurais fait visiter, on aurait été voir des bâtiments dédiés à l'architecture. Ah oui, c'est vrai que l'architecture, on va visiter. Mais ouais, non, mais de toute façon, on aura l'occasion. Ouais, je pense. J'en profite pour te demander... Voici le chocolat. Cahier. Mon cher, laisse-moi savoir ce que t'en penses. Alors, on va le refaire. On va le refaire parce que ici, en Suisse, j'ai appris quelque chose de très important sur le chocolat. Ouais. C'est que avant de le manger, il y a 5 étapes. Oh. Il y a 5 étapes. Et je ne l'ai pas mentionné avant. Première étape, c'est tu prends le chocolat dans la main, tu le regardes. Tu regardes sa texture, tu regardes un petit peu comment il est fait. C'est comme le vin, quoi. Ah, c'est un peu ça. Mais tu sais que j'ai vraiment vu des mecs goûteurs de chocolat à la chocolaterie Caillé, justement, et ils te forment et ils t'expliquent comment ça se passe. Donc tu regardes le chocolat. Ensuite, tu le sens, tu essayes de définir quel arôme peut être à l'intérieur, du chocolat noir, le chocolat blanc, du cacao, les fèves, etc. Tu vois. Et ensuite, quand tu le mets entre les mains, tu dois sentir qu'il commence un petit peu à fondre. Ouais. Et ensuite, ouais, t'as vu, je commence à me lécher les doigts. ouais, tu croques un morceau. Il y a une belle robe. Tu croques un morceau, tu le regardes de l'aspect visuel, mais tu gardes le morceau en bouche, en croquant un petit peu. Et là, tu vas faire un petit exercice pour révéler son goût. C'est que tu vas laisser la bouche légèrement fermée, mais ouvrir un tout petit peu devant et faire rentrer un petit peu d'air à l'intérieur de la bouche. Et ça va révéler les arômes. Tu vois le truc ou pas? C'est vraiment le vin. Alors, faut pas le déglutir non plus, mais... T'as le goût du chocolat qui descend tout en bas, là. Les arômes, très bon. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, le chocolat suisse, les gars, je sais pas ce que vous faites avec vos vaches, avec... Mais en tout cas, bien joué. Et ça nous regarde pas. Après, j'ai vu, t'as des petites vaches juste à côté, là. Voilà. Je peux pas tout te dire, Daniel. Ouais. Alors, cela ne nous regarde pas. On fera ça une prochaine fois. Voilà. Si tu vas en reprendre, c'est avec plaisir. Bah, bien sûr que je vais en reprendre. Moi, je me le tape toute l'année. En vrai, je te laisserai repartir avec en plus les bricelets. Merci beaucoup. Ça te fera un truc pour l'avion. Parce que si tu peux passer. J'ai une autre question pour toi. Donc, sur YouTube, effectivement, il y a tout ça. Comment tu fais
pour jouer à travers ces chemins un petit peu sinueux où des fois il y a des associations entre certaines personnes sur ce type de domaine qu'il faut éviter. Mais ça peut toujours être intéressant de prendre la notoriété pour pouvoir faire un contenu, une vidéo. Comment toi tu fais spécifiquement pour pouvoir utiliser ça de manière saine avec la personne en face, dans le but de créer un contenu qui puisse attirer les gens sans pour autant te prendre une courte salve de minigun. Ah, tu veux dire genre des invités qui peuvent rapporter des vues, mais qui sont pas très bien vus, qui ont des réputations discutées. Écoute, bon, c'est vrai que ça m'arrive pas souvent. Le truc, c'est que moi, je fais partie des gens, je me fais assez souvent inviter chez des amis, enfin chez des youtubeurs. Mais c'est vrai que moi, à chaque fois, je me dis ouais mec, genre, je t'invite, genre, la prochaine c'est pour moi, et j'invite quasi jamais personne. Je suis vraiment le squatter, tu sais. Après, quand on monte à Paris, on verra. Je pense pas que tu as d'autres personnes qui soient aussi drôles en vidéo qu'en vrai. Je pense pas. Mais par contre, je peux te faire le parallèle avec un sujet. Parce que moi, en ce moment, je sais qu'il y a pas mal de sujets comme ça où tu sais que c'est un sujet qui va forcément susciter des réactions et parfois des mauvaises réactions où ça va s'embrouiller. Et malheureusement, aujourd'hui, avec toute la concurrence qu'il y a, des fois, avant, je me disais, j'étais vraiment le youtubeur, genre, je vais essayer d'être le plus gentil, inclusif, le plus sympa avec tout le monde. Je veux que mon contenu soit regardé par tout le monde, le moins d'insultes. Je veux que tu vois, quand je me faisais reconnaître des fois par des parents avec leurs enfants, et les parents me disaient, vous êtes un des rares youtubeurs qu'on laisse regarder notre fils. Là. J'étais genre, ah ouais, comment ça fait plaisir. Et c'est comme si aujourd'hui, je me dis, bon, du temps est passé, les abonnés ont grandi, même s'il y a des jeunes. Les personnes ont évolué. Mais en tout cas, je pense que aujourd'hui, il y a besoin de faire. Des fois, faut éveiller de l'émotion. Les gens veulent. C'est comme l'humour, c'est une émotion, mais il n'y a pas que l'humour non plus, quoi. On est dans le divertissement, donc le divertissement doit être. Même si aujourd'hui, il est pas mal. Je sais pas si. Je pense qu'il va s'en sortir, mais genre à Hanouna, tu vois, l'émission TPMP, c'est là pour créer de l'émotion. Il invite exprès des gens qui sont très discutés, des gens qui sont détestés des fois, et il va parfois leur donner la parole, au contraire, un peu trop. Il va essayer d'aller dans leur sens pour justement. Pour tout est scripté. Parler. Tout est scripté aussi pour cette émission. Oui, bien sûr. Après, je pense qu'il y a des petits dérapages, plus ou moins. Mais il faut savoir le gérer et il faut savoir créer. Genre, moi, par exemple, un truc que j'aime bien faire, je te balance exprès, exclusivité, mais des fois, il y a besoin de. J'aime bien faire une erreur exprès. Je te donnerai une exclusivité après, si tu veux aussi, qui n'a rien à voir avec le business, mais voilà. Okay. Tu me livres une exclue, je te livre une exclue. Ok, ça très bien. Waouh, attends, il y a un suspense. Mais elle est claquée au sol, la mienne. Je suis gaucher, voilà. Non, mais tu vois, vas-y. Et donc, mais en gros, parfois, je fais exprès de faire une erreur ou genre faire une faute, faire quelque chose, tu vois, ou alors un petit truc caché, tu vois, genre un détail caché qui est un peu genre en mode il a laissé le truc. Et en fait, tu fais exprès de laisser quelque chose, une erreur, ou genre un petit truc dans le fond pour que ça suscite une émotion, quelque chose pour que les gens disent ouais putain le con il s'est il s'est planté sur ça. Ouais, il s'est planté et les gens aiment bien des fois voir une erreur, ça. Je sais pas pourquoi un côté négatif, un côté un peu genre quand tu peux te moquer de quelque chose, c'est comme si ça éveille les gens, ça éveille un truc. Après c'est pas forcément tout de suite pour créer un bad buzz ou quelque chose, mais juste j'ai remarqué que ce truc-là ça marche bien et des fois c'est vrai que je m'en sers. Tu vois, c'est comme du coup pour moi c'est inviter quelqu'un de discuter et de faire J'avais quelques projets avec des gens, on va dire discuter. J'ai pas envie de forcément balancer des blagues. Moi j'en ai un et tu peux même pas imaginer de qui il s'agit. Ah ouais? Je te le dirai hors caméra, mais. Ok, je te le dirai aussi hors caméra. Ok, ça marche. C'est pas qu'on n'assume pas, c'est juste qu'en fait, si on le dit maintenant, dans la temporalité. Ouais, imagine ça se fait pas. Ouais, dans la temporalité, ça se fait pas, ou il y a un problème ou quoi. Des fois, vaut mieux rien dire. En tout cas, je trouve qu'aujourd'hui, il y a besoin, c'est une bonne chose de faire ça. Et au contraire, savoir réguler une personne, on va dire, un invité qui a pas la meilleure des réputations. Aujourd'hui, c'est ça. Limite, être blanc, c'est plus nécessaire. Les gens, ils veulent plus d'un artiste qui est tout propre sur lui, quoi. Faut savoir jongler avec ça. Et limite, faut savoir rentabiliser une erreur, tu vois. Donc, je trouve que c'est un bon talent. Je te disais que j'allais te donner un truc, une exclue. Je dors la nuit, souvent, avec un coussin pour caler un contact entre les deux genoux, pour éviter qu'il y ait ça. Tu mets un coussin entre les deux genoux ? Ouais, je sais pas pourquoi je fais ça, mais tu sais que je dors la nuit avec ça parce que
Le fait de sentir tes deux genoux l'un contre l'autre comme ça, je trouve ça hyper inconfortable pendant que tu dors. Ça, c'est bon. Moi, je mets des fois de la couverture. Tu vois, la couverture entre les Ah, ouais, je vois. Et est-ce que tu as une autre anecdote un peu chelou comme ça que tu fais aussi? Je dors sans slip. Tu dors Ouais. sans slip, J'adore, absolument. ouais. J'adore, ouais. Ok. Voilà. Bah après, il n'y a rien de mieux. Même pour- dans le train, hein, par contre. Tu vois, là, attends, j'ai fait une sieste, bam, à poil. Non, ouais. bah, bien sûr. Mais tout le monde fait. C'est entre les Tout le monde fait pas gaffe, mais en première classe, il y a beaucoup de gens qui dorment comme ça, à poil. Ouais, Dans bah, le train. voilà, c'est ça. Mm. J'ai lancé la mode. Putain, c'était toi. Ouais. Super, hein, super. Est-ce que tu veux reprendre un morceau de chocolat? Oui, bien sûr que je. Vas-y, mais laisse-toi tenter. Maintenant qu'on a fini cette séquence avec le chocolat, on va passer à la séquence que les gens adorent sur ce podcast. On va Il y a passer- ça pour tout le monde. Ah, il y a ça pour tout le monde. Et chaque personne a sa réaction. Jimber. Est-ce que tu connais? Bah, je connais le gingembre, mais je connais pas. Déjà, rien que quand tu le secoues, tu comprends que tu vas passer un bon moment. Parce que j'ai vu, il y avait un dépôt. C'est tout ce qui est super hard là, c'était ça là. C'était ça. Donc, je t'explique ça. C'est Brut. En plus, ça bute. C'est quelque chose que je bois tous les matins. Oh. Bah, pas dans les mêmes proportions et tout ça, mais dans l'objectif d'améliorer le système immunitaire, de renforcer Très bien l'organisme ça. et d'avoir une bonne condition physique. En général, chez la plupart des personnes, c'est pour ça que je t'ai demandé si tu étais allergique avant de venir. Tu m'as dit non. J'espère que tu vas pas nous faire une allergie maintenant. Je pense pas. Hein. Normalement, Non, impossible. t'es costaud. Ouais, alors attention, il y en a un, il m'a dit ça va rien me faire, ça l'a liquéfié. Donc, en général, ici, on a une petite routine. C'est que c'est l'invité qui ouvre la bouteille Oh, très bien. et qui se verse son verre. Et puis moi, je vais te le doser. Et moi, je verse le tien, ouais. Ah, on va te laisser verser le tien et après, on va faire le mien. Ouais, entendez-moi ce bruit. T'as bien secoué avant, hein? Ouais. Ok. Ouais, de toute façon, je vois qu'il En y a tout cas, c'est genre, ouais. rien qu'à la senteur, tu sais que tu vas passer un bon moment. Allez. Donc, vas-y, bah, tu me diras stop. Ah, je te dirai stop pour toi. Et c'est à boire cul sec. Donc encore. Ah ouais. Et stop. Ouais. Pareil pour moi. Ok. Ouais. Tu sais quoi, on va inverser parce qu'il y en a quand même un peu plus de ce côté-là. Et vu que Petit c'est- joueur là. Mais toi, t'es habitué, tu fais ça tous les matins. Mais oui, mais justement, moi, c'est pas grave. Toi, c'est pour découvrir, pour que les gens puissent comprendre. Donc, je t'explique comment ça va se passer. On va le boire ensemble cul sec, et j'ai dit cul sec. Ou alors, non, tu peux le boire à ton rythme, mais il faut que quand même en une lichée, ça soit Ça fait. va normalement. Bon, non, mais ouais. Je me dis limite ça pique, vaut mieux le faire passer d'un coup que de. Si je m'arrête, peut-être qu'après je voudrais plus reboire. Je pense. Je pense, très À ce certainement. Tu verras. Et j'ai une question après pour toi. Et il faudrait y répondre honnêtement. Ok, donc tu peux. On se check, comme on le fait en Russie. Na zdrowie. Zdrowie. Très bien pour l'instant. Ça vient après. Ça vient de là. Franchement, après ça va. Franchement, je trouve ça plutôt cool. Moi, la seule chose que ça me fait à chaque citron. fois, c'est les yeux. Si je pleure, c'est par émotion pour toi. Non, mais franchement, ça va, mec, ça va. Ça va. Après, il y a des personnes qui sont plus ou moins sensibles. Après, moi, j'aime beaucoup l'épicé. Ouais. La dernière fois, j'ai eu un Tunisien, j'ai dégusté. J'ai vraiment dégusté. J'ai une question pour toi. Ouais. Ma question, c'est est-ce que ça va? Oui, ouais, carrément. Alors, je te la repose. Est-ce que ça va? Oui. Dans le sens, est-ce que dans ta vie, il y a à certains moments des phases de up et des phases de down? Forcément, bien sûr. On connaît tous des phases de down. Et ce qu'on cherche à montrer aussi à travers le podcast, c'est que les gens ont des réussites, mais les gens ont aussi des fêlures. Mm. Et les fêlures, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, leur réussite est encore plus belle et Ouais. encore plus glorieuse et tout ça. La vraie question, c'est est-ce que ça va profondément? Et si la réponse est oui, c'est parfait, Mhm. mais est-ce qu'on peut en parler? Et sinon, Carrément. est-ce qu'il y a toujours des phases de down ou voilà. Je pense que j'ai un très bon exemple de failure. Ouais. C'est que, par exemple, moi, en 2022, il y a une période un peu compliquée où, on va dire, le côté Russie était plus ou moins boycotté. J'ai eu quelques marques qui voulaient moins s'associer à quelqu'un qui s'appelle Danil le Russe. J'ai eu quelques downs, on va dire, à ce niveau-là. Ça a un peu joué sur moi. J'ai pris de très mauvaises habitudes, on va dire. J'ai commencé un peu à me défoncer la santé. Genre, je commençais à boire beaucoup plus. Et entre le stress, les boissons, les trucs comme ça, j'ai fait un infarctus. Ah ouais? Ouais. T'avais quel âge? J'avais 33, genre pile Là, t'as à mon anniversaire. 35? Non, j'ai 34, ça, donc c'était il y a un an à peu près. Ok. Ah ouais. Et donc forcément, infarctus, donc j'ai été opéré, j'ai eu des stents dans le cœur, qui sont des petits ressorts.
genre, j'ai fait un séjour dans un centre de rééducation. Ouais. Tu sais, on t'apprend à refaire du sport, on teste est-ce que tu peux faire, on adapte tes médicaments, des trucs comme ça. Et forcément, donc j'ai connu une année. Compliqué. Ouais, et surtout, souvent, on dit qu'il y a une sorte de dépression post-infarctus. Ouais. Et même si, genre, je sais pas, j'ai du mal à dépression, il faut que ça soit déterminé par un psy, par un truc. Mais bon, en tout cas, je me sentais tristounet, quoi. C'était une période assez tristounette. J'ai dû faire une pause dans le travail parce que j'ai repris, après l'infarctus, au début, j'ai repris tout de suite le travail, mais je me sentais très fatigué. J'étais vraiment genre en mode, même niveau inspiration, écriture, je me sentais vraiment beaucoup plus faible. Et donc, du coup, j'ai dû faire une pause. Et on va dire, là, j'ai repris depuis, octobre, novembre, c'est ma reprise, parce que ça faisait 1 an. Donc, il fallait que je fasse 1 an de pause. Et c'est pour ça que là, quand tu me dis que ça va, pour une fois, enfin, tu m'aurais posé la question il y a 6 mois, j'aurais peut-être dit ça va. Et après, tu m'aurais dit, t'es sûr que ça va? J'aurais dit genre, ouais, peut-être pas. Mais là, ça va. Et pour entrer un peu plus dans l'intimité, en tout cas, je vis une phase très bien en ce moment. J'ai rencontré quelqu'un, autant mon cœur a souffert il y a 1 an, autant mon cœur se porte super bien. Là, il est vraiment... On m'a dit qu'elle adorait manger les plats qui étaient livrés avec 1 heure de retard Voilà. et que les gens n'arrivaient pas à trouver les adresses. Son plat préféré, c'est selon les meilleurs plats, c'est ceux qui se mangent froid. Froid, effectivement. Je vis une phase, en tout cas, qui est très difficile. J'ai jamais vécu une phase comme ça dans ma vie. Et j'ai l'impression que des fois, il y a besoin de connaître une période de triste, une failure, pour mieux rebondir. Et il y a un côté russe aussi dans ça, je sais pas, mais en tout cas, on dit beaucoup que dans le tempérament russe, des fois, on a besoin de toucher le fond pour rebondir. Et donc, du coup, c'est comme si à un moment donné, ça allait bien pour moi, et limite, ça devenait un peu trop facile. Tu vois, genre, je sais pas si je pense que ça a dû t'arriver dans ta vie, où des fois, tu te sens un peu trop en confiance, tu dis, de toute façon, quoi que je fasse, ça va marcher, de toute façon, t'es un peu ça. On connaît tous Tu ça. te laisses, et limite, tu as moins de kiff, t'as moins de trucs. Des fois, quand t'es trop dans la réussite facile, j'ai l'impression que tu ressens moins les émotions, quoi. Et limite, tu te crées des problèmes toi-même. Et donc, en fait, moi, je trouve que ça, en tout cas, ça aide des fois d'avoir des fêlures, et t'apprécies encore plus les bons moments. C'est stylé de connaître ce chemin où tu remontes. Tu vois, genre, j'ai une motivation de ouf, tu vois, genre... N'importe quel projet devient vivant très vite. Ça, genre, je sais pas, rien qu'avoir le smile, genre, il y a des... Tu vois, comme je dis, genre, même hier, j'étais sur un projet de vidéo, c'était chiant, il y avait des trucs qui marchaient pas, j'ai connu plein de galères, pas grave, ça tue, c'est énorme. Bah, en tout cas, je te remercie d'avoir livré tout ça. Ça permet de me voir que même... Parce que là, aujourd'hui, tu as combien de personnes qui te suivent sur tous les réseaux? Après, je sais pas comment, entre ceux qui sont dans les sujets, mais on va dire, je suis à quasi 2100, enfin, allez, 2 millions, plus de 2 millions sur YouTube, à 300 et quelques 300 000 et quelques sur Insta, 500 000 sur TikTok. C'est très beau score. 700 000 sur Facebook, et voilà, enfin... Après, ça va bientôt faire 10 ans. Je suis à 8 ans, 8 ans de carrière, là. Donc, tu vois... Pour les personnes qui nous suivent, quand tu es connu, reconnu ou que tu as atteint un certain niveau, il y a quand même des problèmes. Ah oui, ça. Et c'est des problèmes qui n'ont pas la même profondeur aussi que ce que les gens peuvent rencontrer habituellement. Donc, Et c'est vrai que aussi sur les réseaux, vu que notre travail, c'est d'afficher un peu le bon côté, notre bon côté, donc tout le monde a l'impression que genre, ouais, mais lui, ça va pour lui. Ouais. Pour moi, il y a un des trucs que j'ai souvent vécu, c'est que quand j'ai des problèmes, même des fois chez des amis, quand je raconte mes problèmes, tout le monde dit, ouais, mais toi, ça va. Oui. Toi, ça va. Et des fois, tu dis, non, genre vraiment, ça va pas, là. Là, il y a vraiment un problème. Et genre, c'est compliqué. eh ben, écoute, je te remercie d'être venu nous en parler. Où est-ce que les gens peuvent te suivre? Allez, le plus simple, je pense, YouTube, c'est des trucs où je bosse le plus en ce moment. Et autant il y a les shorts, les trucs, j'adore aussi reprendre les vidéos courtes, là, c'est ce par quoi j'ai commencé. À un moment donné, j'avais abandonné, et du coup, là j'ai repris l'année dernière aussi, je me suis remis dedans. C'est vrai que c'est stylé, j'ai l'impression d'être revenu un peu en arrière, et non, ça tue. Moi, je vous le dis, si vous ne connaissez pas encore ses shorts ou son contenu vertical, allez le voir, c'est incroyable. À chaque fois, je me tape des barres. L'autre jour, tu dansais. C'est pas en mode American Psycho. Ça, je me suis dit, putain, il est fort. Mais quand je passe une mauvaise journée que je vois sur Insta, les contenus qu'il fait et tout, je suis en mode... Tu sais quoi, je vais t'offrir un coussin avec mon visage pour que tu cales entre les genoux. Et ben, la prochaine fois, soit c'est moi qui monte, soit si vous repassez, on s'organise une session ski, spa, et dans un petit chalet sympa. Ça peut être très sympa, ouais. Surtout qu'on va arriver dans la période de l'hiver et tout. Là. Moi, je suis très sauna, je vais te fouetter avec... En Russie, on fouette les gens... Ça, faudra pas le dire, parce que ça, ils vont deviner. À savoir que ça va peut-être être l'inverse. Mais voilà. Bon, en tout cas, je te remercie beaucoup d'être venu.
On aura l'occasion de toute façon de rediscuter de tout ça en off. Si vous ne nous connaissez pas encore, eh bien, vous avez toutes les infos dans les liens en description. On s'abonne, on commente. Si vous avez des idées, des questions ou autres, n'hésitez pas. Et si vous avez aussi des idées d'invités, eh bien, vous pouvez les mentionner. En tout cas, à très bientôt à tous. Fin de transmission. Très bientôt. Ciao. Ok. Clap français, clap américain.